Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la vidéo 22, nous avons vu comment trier une liste. Maintenant, passons aux opérateurs sur les listes. Voilà, nous allons revenir sur les opérateurs sur les listes. Donc, commençons par les opérateurs d'appartenance in et not in. Donc, pour tester la présence d'un élément dans une liste, on utilise les tests d'appartenance in ou not in. Donc, commençons par un exemple très simple. Supposons que nous avons x égale à 7. Ici, je vais définir en fait une liste qui est courte, mais qui est en fait une liste de nombres pairs. Donc, c'est 0, 2, 4, 6, 8 jusqu'à 10. Et puis là, on va définir une liste de nombres impairs, 1, 3, 5, 7 et 9. OK, donc voilà leur définition. C'est tout simplement un range et puis on le transforme en liste pour ne pas trop taper. De la même façon ici, on définit en fait la liste qui est impaire. Et maintenant, nous allons voir avec l'opérateur d'appartenance ou bien de non-appartenance, donc in ou bien not in, est-ce que notre valeur x est paire ou impaire? Bien sûr, ici, quand on dit paire ou impaire, est-ce que c'est dans la liste paire ou bien dans la liste impaire? OK? Donc, la limite, c'est bien 10. Donc, on va exécuter. Donc, vous voyez très bien pour la première question, est-ce que x est paire? C'est faux, parce que 7 n'est pas paire. Donc, forcément, 7 sera impaire et sera dans la liste impaire, et ce qui est vrai. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser in et not in sur une liste pour tester l'appartenance d'un élément ou bien la non-appartenance d'un élément. Maintenant, voyons une application possible ou étude de cas et un piège à éviter concernant l'opérateur in et les chaînes de caractères. Voilà ce cas pratique, ok? Par exemple, supposons que nous avons en fait des utilisateurs dans un système informatique, ok? Bon, là, j'ai donné seulement deux types d'utilisateurs pour simplifier l'étude de cas. Ici, on a un admin ou bien administrateur, et puis son nom c'est admin, le nom peut être n'importe quoi, et il a right, ou bien il a des droits. Il a les droits read, write and exec. Ça veut dire qu'en fait, l'administrateur peut lire, ou bien écrire, ou bien exécuter. Bon, ça peut être par exemple dans le cas d'une base de données. Et on donne tous les privilèges à l'administrateur. Voilà. Et puis maintenant, il y a un utilisateur simple ici que nous appelons user. Donc, c'est un utilisateur très simple. Et puis, on lui donne le nom user. Bon, le nom peut être n'importe quoi. Et puis, pour write, c'est-à-dire en fait pour ses droits, on lui donne tout simplement le droit de lire, read. OK? Donc, ça, c'est un cas intéressant. Bon, très bien. Et maintenant, dans votre système, par exemple, imaginons, vous avez une fonction qui permet, suivant les caractéristiques de l'utilisateur, de tester est-ce qu'il a une permission, oui ou non. Bon, là, j'ai simplifié en fait l'étude. C'est un cas d'école. Et puis, on définit ici une fonction qu'on appelle check permission ou bien check permis. OK? Et puis, on lui passe en paramètre l'utilisateur et puis on lui passe en fait un paramètre ou bien un droit à tester. Donc, imaginez R comme write, ça peut être le droit de lire ou bien R, le droit of writing ou bien d'écrire et X pour execution. OK? Donc, voilà notre fonction, comment elle est définie. D'abord, qu'est-ce que la fonction fait? La fonction, en fait, va tester A, in, you, write. Donc, you, c'est le user. Donc, la fonction prend, en fait, l'utilisateur qui lui est donné. Et puis, la fonction va extraire le droit de l'utilisateur. Et il va tester est-ce que le droit qu'on veut tester est dans ses droits. OK? Ça, c'est le test.
après, la fonction va extraire son nom, c'est le nom de l'utilisateur. Bon, ça, nous l'avons déjà vu, hein, c'est tout simple, c'est juste c'est tout simplement un dictionnaire. Et puis, la fonction va faire un if, c'est-à-dire qu'il va tester est-ce que le droit est vrai, est-ce que la personne ou bien l'utilisateur a ce droit-là, et si ce droit-là est permis, bon, dans notre cas, pour simplifier toujours l'étude, on ne fait que afficher sur l'écran le nom de l'utilisateur et puis dire que le permis, c'est yes. Hein, pour dire qu'en fait, bon, cette personne-là a ce permis-là. Imaginez maintenant dans un cas réel ce qu'on pourrait faire ici. C'est lui donner en fait ce privilège-là et puis laisser l'utilisateur faire ce qu'il doit faire dans la base de données, par exemple. Et bon, le cas contraire, si en fait l'utilisateur n'a pas le permis ou bien le privilège qu'il demande, ici dans notre cas, la fonction ne fait qu'afficher cette personne-là, son permis, c'est non. Donc, dans le cas réel, par exemple, le système informatique, bon, normalement, ne doit pas lui donner en fait le privilège que l'utilisateur demande. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris ce que nous voulons faire ici. Maintenant, on va faire un test pour voir est-ce que cette fonction-là fait son job correctement. Voilà, nous allons tester maintenant si cette fonction-là vraiment fait le travail demandé. Bon, je vais réexécuter ça pour être sûr que la fonction est définie. Voilà. Maintenant, d'abord, on a bien défini l'administrateur avec tous les droits. Hein, on lui a donné tous les droits, hein, tous les privilèges. Maintenant, on va tester est-ce que l'administrateur a le droit d'exécution. On va exécuter cela. Donc, bon, la fonction passe nous dit que oui, permis égale yes. Donc, ce qui est normal. On a donné tous les droits à l'administrateur et puis ça marche. Maintenant, on va tester, par exemple, un autre cas. Est-ce que l'utilisateur simple a le droit d'exécution, par exemple? On va tester cela. Bon, là, la fonction nous dit que c'est non, ce qui est aussi normal parce que, en fait, l'utilisateur simple n'a pas le droit d'exécuter. Il n'y a pas X dans ses droits. Ce qui est bon. Maintenant, c'est quoi le problème avec cette fonction-là? Donc, le problème, je pense que vous l'avez vu. Ici, on utilise l'opérateur in pour tester est-ce que, en fait, le paramètre qu'on passe est dans les droits de l'utilisateur. Mais il y a un problème là. Je pense que vous l'avez déjà vu. Le problème, c'est que, en fait, les droits sont définis comme une chaîne de caractères. Ici, par exemple, vous voyez que les droits de l'admin, c'est une chaîne de caractères. De la même façon, les droits de l'utilisateur simple, c'est une chaîne de caractères. Mais le test, c'est un test d'appartenance avec l'opérateur in. Rappelez-vous, c'est pourquoi j'ai mis ici, en fait, ces emojis-là. Rappelez-vous, quand on a parlé de notion de vide, je pense que maintenant, ça vous rappelle quelque chose. Parce que programmer, c'est pas seulement écrire du code. Au-delà du code, il faut comprendre les concepts. Parce que si on ne comprend pas les concepts fondamentaux, on peut écrire du code qui passe dans la majorité des cas, mais il y a des cas spéciaux, bon, ou bien edge cases, en fait, c'est des cas limites où, en fait, le système peut être détourné, voilà, ou bien hacké, si vous voulez. Et bon, revenons à notre test. Maintenant, regardez ici ce que j'ai fait. Imaginons que quelqu'un arrive dans votre système à passer user, qui est normalement un utilisateur simple. Vous avez bien vu, il n'a pas les droits d'exécution, mais que quelqu'un arrive à passer en fait le vide comme paramètre. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que vous avez vu le problème. Cet utilisateur-là va arriver à détourner le système. Parce que nous avons dit dans une des vidéos précédentes que le vide appartient à toutes les autres chaînes de caractères. Quelqu'un qui connaît cette connaissance fondamentale-là et qui connaît comment votre code a été écrit peut utiliser cette subtilité-là pour détourner en fait votre système.
Donc, exécutons ceci pour voir ce qui va se passer. Là, vous voyez, user, permis, égale à yes. Donc, on donne la permission à cette personne-là qui ne devait pas avoir en fait les droits de faire ce qu'il a envie de faire n'importe quoi dans votre système. Bon, je sais, c'est juste en fait un exemple d'école, mais c'était aussi une façon de vous montrer que écrire des codes, c'est pas seulement écrire du code qui marche dans certains cas. C'est vraiment être prudent, et pour être prudent, la meilleure façon d'être prudent, c'est de comprendre fondamentalement les concepts. Parce que après les concepts, le reste est facile. Hein? Si on comprend les concepts, le reste est facile. Je pense qu'en fait, que cet exemple-là va vous permettre de faire plus attention quand vous écrivez en fait du code. Voilà, maintenant nous allons passer à l'opérateur plus pour en fait concaténer en fait deux listes. Hein. Par exemple, bon, comme nous l'avons défini avant, even list, ça en fait c'est la liste de nombres pairs entre 0 et 10, et ça c'est pour les éléments impairs. Maintenant, si on veut créer en fait tous les entiers entre 0 et 10, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez utiliser en fait le plus. Ici, c'est un opérateur, pas sur les éléments de liste, mais sur les deux listes. Ça, en fait, vous mettez tous les éléments ensemble dans une seule liste. Donc, exécutons pour voir cela. Donc, vous voyez maintenant que la liste, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK? Maintenant, bon, quelqu'un peut se demander, mais attends, il y a un problème là. Pourquoi ces éléments-là sont en ordre? C'est très simple. Normalement, les éléments ne devraient pas être en ordre. Ça devait être d'abord les nombres pairs et puis les nombres impairs. Mais regardez ce qu'on a fait après. Avant d'afficher, on a appelé ici la fonction sorted, OK, pour ordonner le tout. Je pense que c'est clair parce que, bon, je vais le faire ici. Si j'avais seulement fait ceci, je vais le mettre ici et puis run. Vous voyez, si je l'avais fait comme cela, vous allez voir qu'en fait, on va avoir d'abord les nombres qui sont comment? Pairs. Après, évidemment, le reste va suivre. Mais puisqu'on veut avoir tout cela en ordre, donc on appelle la fonction sorted là-dessus sur tous les nombres avant de faire l'affichage. C'est pourquoi maintenant, vous regardez très bien ici, tout est en ordre. Je pense que c'est clair. Maintenant, on va passer à la notion de différence entre deux listes. Et là, quand nous parlons de différence, nous parlons de différence entre les deux collections et non pas entre les éléments des collections. Nous avons déjà vu quelque chose de similaire quand nous avons parlé de la notion d'ensemble ou bien de set. Donc, on a vu qu'il y a une fonction ou bien méthode ou bien opérateur moins entre deux ensembles. Vous pouvez toujours utiliser ce concept-là sur les listes. Bon, c'est très simple. Vous prenez en fait chaque liste et vous appelez le constructeur set sur chaque liste pour transformer chaque liste en ensemble, et puis vous appliquez en fait la méthode différence ou bien l'opérateur moins. Donc, vous pouvez faire cela comme cela, mais justement, il y a un problème avec cela. Les doublons vont partir, ça c'est un problème. Deuxièmement, l'ordre peut ne pas être garanti aussi. Ça, c'est un deuxième problème. Donc, je pense qu'en fait, la solution la plus sûre pour aussi bien garder l'ordre que les doublons, mais aussi appliquer la notion de différence entre deux listes, c'est d'utiliser la notion de list comprehension. Donc, ici, on va voir un exemple. Donc là, j'ai défini en fait ma liste A, c'est liste range 0-11, donc c'est 0, 1, 2 jusqu'à 10, OK? Et puis j'ai B, list range 1, 10, 2, donc 1, 10, 2. Donc en fait, on commence à 1 et on finit à 9, et il faut incrémenter par 2, donc c'est tout simplement les nombres qui sont impairs, qui sont entre 1 et 9. Et c'est ce que j'ai montré ici. Et après, on veut trouver en fait la liste A moins la liste B, A minus B. Donc, on fait quoi? On fait tout simplement en fait list comprehension en utilisant ici beaucoup de choses que nous avons déjà vues. Il y a les crochets qui disent que ça,
c'est une liste, et puis à l'intérieur, on a la notion de list comprehension. Donc l'expression, c'est tout simplement x, c'est l'élément x, mais il faut le filtrer, c'est pourquoi ici on a une condition if. Voilà, x for x in A. Donc il faut prendre tous les éléments x qui sont dans la liste A, mais à condition que x ne soit pas dans B. Là, vous voyez que c'est très simple. Donc, c'est la notion de list comprehension avec condition. Et on a utilisé aussi ce que nous savons déjà, l'opérateur de non-appartenance, not in, pour faire ce que nous voulons faire. Et évidemment, là, on va créer l'ensemble, plutôt la liste A moins B. Très bien. Et après, ici, on fait affichage de la liste A, affichage de la liste B, et là, affichage de la liste A moins B. Très bien. Maintenant, peut-être, bon, ça, c'est juste en fait des éléments de formatage. Je pense que vous comprenez ce que j'ai fait ici. Bon, commençons d'abord par ce qui est à l'intérieur. Bon, ce qui est à l'intérieur, c'est très simple. C'est justement la lettre A. Et ça, c'est la valeur de A. Bon, ici, c'est la lettre B. Et ça, c'est la valeur de la lettre B. Maintenant, quelqu'un peut se demander, c'est quoi en fait ces 2.9 là? Ces 2.9 là, c'est juste pour aligner en fait de tout. Je veux que en fait ce signe égale là, ce signe égale là et ce signe égale là, que tous ces signes-là soient alignés en même temps. Au lieu que moi-même, je perde mon temps à les aligner dans mon code. Mais si je formate mon code comme cela, mais évidemment, pourquoi j'ai mis ici 9? Mais je pense que 9 ici, c'est tout simplement le nombre de caractères qu'il y a ici. OK? Et donc, si c'est le nombre de caractères qu'il y a ici et que tu mets là-bas, en fait, donc, Python va laisser le nombre d'espaces qu'il faut pour que tous ces signes-là soient alignés les uns sur les autres. Je pense que c'est ça que ça doit faire. Bon, exécutons. Très bien, c'est ça. Là, vous voyez qu'en fait, le formatage est bien fait. Tous les signes égales sont au même niveau. Et puis, la liste A, comme nous l'avons dit, c'est de 0 jusqu'à 10. B, c'est seulement les nombres impairs de A. Et puis, A moins B, normalement, ce qui doit rester, c'est les paires. Et vous le voyez très bien. Maintenant, nous allons revenir sur le problème numéro 1 que nous avions déjà vu. C'était la pyramide d'astérisque. Vous vous rappelez, en fait, nous avions résolu ce problème-là avec une fonction. Donc, on avait une fonction et puis on lui passait les paramètres qu'il fallait pour, en fait, afficher la pyramide. Si vous voulez, vous pouvez revenir sur cette vidéo-là. Ici, on va donner une autre solution possible, hein, juste en utilisant la notion de list comprehension. Donc, je pense qu'on va d'abord exécuter en fait la solution et puis on va commenter la solution. Donc, run. Donc, vous voyez ici que nous avons dessiné en fait la pyramide. Vous avez bien vu ce qui se passe ici. Donc, vous pouvez imaginer qu'en fait, bon, dans cette solution-là, au lieu de décomposer le problème en deux, nous l'avons décomposé en 3 parties. Donc, on a en fait la partie du haut, OK, qui est, bon, si vous voulez bien, un triangle. Comme vous l'avez vu, c'est en fait, c'est le triangle du haut. Et puis, après, il y a la partie au milieu ici, les 5 étoiles horizontales, oui, c'est ça. Et après, il y a la symétrie des triangles de haut par rapport aux 5 étoiles horizontales. OK? Et ce qui fait qu'en fait, c'est comme si maintenant vous renversez en fait le triangle du haut qui est là en bas. Donc, si vous prenez cette approche-là, une compréhension de liste vous permet de solutionner en fait le problème. Donc, le triangle du haut, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit ici. OK? Et c'est pourquoi je l'ai appelé up triangle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le triangle du haut. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc, si vous voyez très bien, en fait, la première ligne, c'est une seule étoile. La deuxième ligne, c'est 2 étoiles. Et vous voyez qu'en fait, la dernière ligne ici, bon, je vais vous montrer ici, c'est 4 étoiles. Donc, c'est pourquoi ici, on a fait un range. Donc, on va aller de 1 à 4. Donc, la limite, c'est 5. On ne va pas atteindre 5. Et pour chaque entier entre 1 et 4, qu'est-ce qu'on fait?
on utilise en fait la notion de réplication de chaîne de caractères. Et ici, vous le voyez, donc on multiplie en fait la chaîne de caractères étoile autant de fois qu'on veut. Donc vous voyez, donc pour la première fois, on aura en fait une seule étoile. Pour la deuxième fois, on aura 2 étoiles, ainsi de suite. Et maintenant, attention, ça dit qu'à la fin, puisqu'on va tout afficher à la fin, donc il ne faut pas oublier d'ajouter sur chaque ligne le caractère spécial \n qui veut dire aller à la ligne. Donc vous voyez le problème. Donc sur la première ligne, on va dire une étoile et puis aller à la ligne. Sur la deuxième ligne, on va dire 2 étoiles et puis aller à la ligne, ainsi de suite. OK? Donc, cette construction-là nous donne en fait le triangle du haut. OK? Très bien. Maintenant, pour le triangle, pas triangle, mais pour la ligne horizontale du milieu, ce n'est rien d'autre qu'en fait 5 étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend en fait la chaîne de caractères étoile, on utilise l'opérateur de réplication pour les chaînes de caractères, qui est aussi étoile, mais attention, ici la chaîne de caractères, c'est étoile entre guillemets, qui veut dire que c'est une chaîne de caractères. Ici, l'étoile qui est là, c'est l'opérateur, étoile de réplication de chaîne de caractères. Et puis le 5 là, ça dit que tu prends l'étoile, tu le multiplies 5 fois et tu auras donc 5 étoiles, ce qui nous donne la ligne horizontale qui est là. Et on n'oublie pas, on va aller à la ligne, on ajoute le caractère spécial \n. Très bien. Donc, vous voyez maintenant, on a le triangle du haut, on a la ligne horizontale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de créer en fait le triangle du bas. Pour le triangle du bas, vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez, une list comprehension pour construire cela. Mais écoute, c'est une solution possible, mais c'est juste en fait perdre son temps. Parce qu'on voit très bien qu'en fait, le triangle du bas là, ce n'est rien d'autre qu'en fait la symétrie du triangle du haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renverse tout simplement le haut. Et vous le voyez très bien, en fait, ce qui est là, ce n'est rien d'autre qu'en fait la symétrie de ce qui est là. Donc, on prend le haut, qui est up triangle, et on renverse cela, en utilisant bien sûr la fonction reverse de Python. Il y a une fonction qui nous permet de renverser l'ordre, en fait, d'une, comment je vais dire cela, d'une liste, voilà. Maintenant, attention, cette fonction-là ne te donne pas une liste en réalité. Le type que cette fonction-là te donne, c'est en fait un itérateur ou bien iterator. OK? Donc, pour le transformer en liste, il faut appeler la fonction list sur l'itérateur pour maintenant avoir en fait une liste pour le triangle du bas. Donc, maintenant, vous voyez très bien, on a le triangle du haut, on a la barre horizontale et on a le triangle du bas. Très bien. Maintenant, attention. Maintenant, tout ce que nous avons ici, pour l'instant, ce n'est que des listes. Mais nous, ce que nous voulons afficher, ce n'est pas la liste, mais le contenu de ces listes-là. Donc, il faut transformer toutes ces listes-là en une seule liste. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On le sait déjà, on utilise l'opérateur plus pour combiner en fait tous les éléments de toutes les listes en une seule et unique liste. Et c'est pourquoi vous avez vu ici maintenant, on a l'opérateur plus entre le triangle du haut et la ligne horizontale. Une fois qu'on a une liste qui est là-bas, on prend cette liste-là, on combine cela aussi avec le triangle du bas, et pour cela, on a aussi ici l'opérateur plus. Très bien. Maintenant, le résultat de ce qui est à l'intérieur ici sera une seule liste avec tous les éléments que nous voulons afficher. Mais toujours, on a un problème. Le résultat là-bas, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une liste. Maintenant, attention, qu'est-ce qu'on veut? On veut combiner les éléments de la liste en une chaîne de caractères. Et on sait, en une seule chaîne de caractères. Et ça, on sait comment faire ça. On utilise en fait la fonction join. Et le séparateur doit être le vide. Il ne doit pas y avoir, en fait, parce que les aller à la ligne, on a déjà fait cela. Il n'y a aucun problème. OK? Donc, tout ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? Le séparateur, c'est le vide, et empty space.join, et puis ce qu'il faut. Et une fois que vous avez cela, maintenant, bon, je vais effacer encore.
une fois que vous avez en fait cela, maintenant vous pouvez exécuter et puis voilà, vous aurez votre pyramide. Et je vous invite d'essayer d'utiliser list comprehension pour donner une solution aux autres versions. Je pense qu'on avait version 1 jusqu'à version 6 et puis pour vous entraîner, vous pouvez utiliser en fait le même concept de list comprehension pour essayer de solutionner en fait les autres versions. Voilà, maintenant, on a commenté en fait la solution. On va maintenant aller plus en détail sur la solution. Donc, vous voyez ici, par exemple, hop, c'est bon, on a déjà commenté. C'est ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire pour avoir en fait le triangle du haut. Bon, là, ce que je vais faire, je vais d'abord commenter ceci. Très bien. Je vais exécuter ceci. Donc, il n'y aura pas d'affichage, mais quand même, on peut maintenant vous montrer de quoi il s'agit. Très bien. Ce qu'on disait, vous voyez que donc app, ce n'est rien d'autre qu'en fait une liste. Et puis, on a quoi? Une étoile, et puis aller à la ligne, 2 étoiles, et puis aller à la ligne, etc., etc. Donc, vous comprenez maintenant comment on a construit app. OK, maintenant aussi pour middle, le milieu, donc, vous allez voir comment on a construit cela. Ce n'est rien d'autre qu'en fait, c'est une liste avec un seul élément et c'est les 5 étoiles et puis aller à la ligne. Et puis quoi d'autre? Il y a maintenant la liste complète que j'ai appelée complete list. C'est app plus middle plus list reverse. Ceci et puis on va exécuter. Donc vous allez voir que ce n'est rien d'autre que le triangle du haut maintenant dans l'ordre renversé. Vous avez bien vu que en fait app commence, bon app il est là, commencer par d'abord une étoile, 2 étoiles, et ainsi de suite. Alors que quand on renverse et qu'on transforme en fait l'itérateur en liste, c'est le contraire. On commence par 4 étoiles et puis on décroît. Très bien. Maintenant, on peut aussi montrer en fait CP. Voilà, celui-là, la liste complète. Donc, on commence par une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, et puis on décroît. 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, une seule étoile. Très bien, vous voyez. Et maintenant, une fois qu'on a tout cela, qu'est-ce qu'il nous reste? Très bien, il faut maintenant construire. On a la liste complète, il faut maintenant construire la chaîne de caractères complète qu'on appelle, en fait, la chaîne complète, c'est ceci. Vous voyez maintenant la chaîne complète, ce n'est plus une liste, mais c'est une chaîne de caractères. OK? Et vous voyez, tout simplement, en fait, on a pris tous les éléments de la liste qu'on a transformé maintenant en une chaîne de caractères complète et on affiche en fait le nombre d'étoiles qu'il faut et après on part à la ligne avec le \n. Et maintenant, une fois que nous avons cela, je pense qu'on peut imprimer la chaîne de caractères complète en faisant tout simplement un print ici. Voilà, et puis maintenant on va exécuter et vous voyez qu'en fait vous aurez en fait la pyramide comme vous le voulez. Bon, bien sûr pour la version numéro 1. Et maintenant, tout cela, on l'a commenté, on peut l'enlever. Donc, si on exécute ceci, on aura le même résultat qu'avant. Mais vous voyez qu'en fait, ici, bon, je l'ai fait étape par étape. Donc, tu construis le triangle de haut, après tu construis ce qui est au milieu, après tu construis en fait la liste complète, après la chaîne de caractères complète, après tu fais ton affichage. Et vous voyez ici, c'est des détails, mais bon, quelqu'un qui comprend bien ce qu'il fait peut écrire tout ceci au lieu de, bon, je ne sais pas combien de lignes on a ici, je pense que 5 lignes. Ce code-là peut être écrit tout simplement en 2 lignes, c'est ce que nous avons fait ici, bon, comme ici. Hein? Parce que c'est très simple. Il suffit de construire le triangle du haut avec une compréhension de liste, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut renverser cela, on le sait, donc il faut utiliser reverse sur le triangle du haut. Une fois qu'on a le résultat, on appelle en fait
liste sur cela pour transformer l'itérateur en liste. Après, on va ajouter la barre horizontale. Après, on ajoute le triangle du haut. Après, on combine le tout en une seule chaîne de caractères avec un séparateur vide. Et après, on affiche. Donc, bon, ici, je l'ai fait en 2 lignes pour vous montrer en fait qu'on peut optimiser ce code-là. Maintenant, ici, je vous ai montré en fait les détails étape par étape, mais vous voyez très bien qu'en fait, on a le même résultat. OK? Maintenant, on va passer à une autre version. Bon, ici, vous avez bien vu que j'ai utilisé en fait la fonction reverse pour obtenir la symétrie du triangle de haut. Vous pouvez aussi utiliser une autre version que j'ai ici. Vous voyez que dans cette version-là, je n'ai pas utilisé la notion de renversement de liste. J'ai tout fait tout simplement avec les compréhensions de liste, une seule fois. Vous voyez qu'en fait, bon, vous voyez ici, on avait combien de lignes? Bon, sur cette solution-là, on avait 2 lignes, mais vous pouvez même tout faire en une seule ligne avec cette façon-là. OK? Ici, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il faut commencer de 1 à 5. OK? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il faut aller de 4 à moins 1. Bon, moins 1, parce que, on décrémente par moins 1, parce qu'après, le nombre d'étoiles doit décroître. Bon, je pense que je ne suis pas sûr est-ce que ceci va marcher, mais on va tester. Mais je pense, oui, vous voyez, vous avez bien vu, bon, ce que je pensais, il y a un petit problème ici. Hein? Il nous manque quelque chose ici, il nous manque en fait la ligne horizontale. Donc, je pense que ça vient de ce problème-là. Là, ça doit être 6, si je ne me trompe. Bon, on va exécuter encore. Et voilà, maintenant c'est corrigé. Voilà, exactement. Il fallait aller jusqu'à 6 ici parce que si tu t'arrêtes à 5, tu n'auras que 4 étoiles ici. Donc il faut aller jusqu'à 6. Après, tu commences à 4 et tu décroît. Donc voilà, une autre version qui vous permet d'avoir le même résultat. Voilà. Je pense que c'est identique. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Et maintenant, on va finir avec l'opérateur de comparaison. On peut aussi utiliser les opérateurs de comparaison, par exemple égal, inférieur, inférieur, égal, supérieur, supérieur, égal sur les listes. Comme vous pouvez aussi les utiliser sur les nombres. Bon, on va voir ça rapidement. Par exemple, bon, là je vais effacer ceci aussi. Par exemple, pour les tests d'égalité, par exemple 0, 1, 2, est-ce que c'est égal à 0, 1, 2? Bon, évidemment, ça doit être la même chose. On va exécuter. Bon, vous voyez que c'est tout. Maintenant, bon, là, bon, je pense qu'on va commencer d'abord par celui-là. Est-ce que, maintenant, ici, on va faire attention. Si on va comparer 1, 1, est-ce que c'est supérieur à 1? Bon, là, on voit qu'en fait, le premier élément, c'est 1. Le deuxième élément, c'est 1. Donc, pour l'instant, c'est égalité. Mais après, cette liste-là a plus d'éléments que cette liste-là. Donc, en fait, il faut comprendre que si vous faites la comparaison de 2 listes en utilisant les opérateurs de comparaison, il y a 2 choses qu'il faut tenir en compte. Un, l'ordre des éléments, c'est-à-dire qu'en fait, la comparaison entre les éléments correspondants. Et après cela, s'il y a égalité, il faut passer en fait au nombre d'éléments. Bon, par exemple, ici, évidemment, les deux premiers éléments sont les mêmes, donc, mais puisque celui-là a plus d'éléments que celui-là, donc forcément, la liste qui est à gauche est supérieure à la liste qui est à droite. On va exécuter pour voir. Donc, vous voyez que c'est vrai. Voilà, maintenant, on va commenter celui-là, et puis on va passer au deuxième. Maintenant, si on voulait comparer 1, 2, est-ce que c'est supérieur à 1? Bon, naturellement, ça doit être supérieur, parce que normalement même, 1, 2 est supérieur à 1, 1. Donc, si 1, 1 est supérieur à 1, donc forcément, 1, 2 doit être supérieur à 1 aussi. Bon, mais exécutons. C'est vrai, exact. Maintenant, on va commenter aussi celui-là pour maintenant comparer. Maintenant, est-ce que 1, 2 est supérieur à 2? Le premier élément de la première liste, c'est 1. Le premier élément de la deuxième liste, c'est 2. Mais est-ce que ceci est vrai? Bon, essayons de voir. C'est faux, parce que 2 est supérieur à 1. Maintenant, qu'est-ce qui allait se passer si on renverse? Là, est-ce que 1 est inférieur à 2? C'est vrai, exact. Et maintenant, on va commenter celui-là et on va passer par celui-là.
Maintenant, si on voulait comparer 2, 1, est-ce que c'est supérieur à 2? Là, vous allez comparer 2 avec 2. Bon, c'est la même chose. Maintenant, vous allez comparer est-ce que, bon, il n'y a plus de comparaison, mais la liste qui est à gauche a plus d'éléments que la liste qui est à droite. Donc, ça doit, bon, d'après vous, ça doit donner quoi? Bon, exécutons. C'est vrai. Voilà, c'est plus grand. Et voilà. Donc, comme ça, on finit les opérateurs sur les listes. Et prochainement, on va passer aux autres méthodes qui nous restent. Et avec ça, on va boucler le tour d'horizon sur les listes pour continuer notre étude sur Python. Cette vidéo nous a permis de voir comment appliquer les opérateurs d'appartenance, de concaténation, de réplication et de comparaison aux listes. Prochainement, nous allons finir cette série sur les listes avec d'autres méthodes et les méthodes statistiques sur les listes. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. Merci et à la prochaine.